Alors, on a prévu une session en 3 temps. Le premier, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est la gestion du consentement et des préférences pour qu'on parte chacun de la même base. Et ensuite, dans un deuxième temps, on écoutera Mathieu témoigner de l'expérience que mène Decathlon autour de la gestion du consentement et des préférences. Et enfin, dans un dernier temps, si vous le souhaitez, on pourra répondre à des questions pour rendre ça un peu interactif. L'idée, c'est vraiment de concentrer ça sur le partage d'expériences de Decathlon, qui est, à mon avis, très riche pour beaucoup de marques. Decathlon, c'est la marque préférée des Français. Et pour moi, c'est pas un hasard s'ils investissent, peut-être avant beaucoup de gens, la notion de consentement et de préférence. Et voilà, donc on est ravis d'avoir Mathieu avec nous. Peut-être pour commencer, Didomi, on est donc une société française qui est spécialisée dans la gestion du consentement et des préférences. Donc voilà, on a beaucoup grossi depuis nos débuts. On est maintenant déployé sur plus de 90 000 sites web et applications mobiles. On gère des milliards et des milliards d'événements de consentement tous les jours. Et on a la chance d'accompagner de beaux clients dans beaucoup de secteurs. Donc voilà, donc si vous avez un jour des problématiques de consentement et de préférence, n'hésitez pas. On produit aussi beaucoup de contenu sur ces sujets qui sont complexes. Mais donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc en préambule, qu'est-ce que la gestion du consentement et des préférences? C'est assez simple. C'est une notion qui est née vraiment avec le RGPD, qui a transformé la façon dont les marques, les entreprises doivent approcher la question des données personnelles. Et le RGPD, si on devait le résumer, c'est deux choses. C'est plus d'informations pour l'utilisateur sur ce qu'est fait de ces données personnelles et plus de contrôle dans le même temps sur ces données personnelles. Donc c'est la capacité, en tant qu'individu, dans la vie de tous les jours, de pouvoir dire oui, non, stop à une marque sur tout ce qu'elle fait de vos données personnelles. Voilà, moi, j'ai trouvé ça à titre individuel très intéressant et c'est ce qui m'a aussi donné envie de me plonger un petit peu dans les arcanes de ce texte qui est très concret en fait, dans ses implications pour les marques aujourd'hui. Et quand on creuse un petit peu la surface juridique, en fait, on tombe sur l'expérience utilisateur. Comment est-ce que je vais poser la question à mes utilisateurs? Comment est-ce que je vais leur demander la permission sur ce que je vais faire de leurs données personnelles? Et c'est vraiment ça la notion de consentement et de préférence aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'on vous invite à réfléchir dans cette session. Le consentement, peut-être pour s'y arrêter un petit peu, c'est une notion qui est une base légale. Donc pour faire un traitement sur des données personnelles, vous avez besoin d'une base légale. Il n'y en a pas 36, il y en a quelques-unes. Et la plupart du temps, vous avez soit le choix entre le consentement, donc c'est la personne qui va vous dire oui pour que vous utilisiez ces données personnelles, soit l'intérêt légitime. Il y a d'autres bases légales sur lesquelles on ne va pas revenir. Mais donc en tant que marque, vous avez une première interrogation qui est souvent tranchée par votre Data Protection Officer, qui est de dire comment est-ce que je vais faire pour être juridiquement en ligne, conforme au RGPD. Et donc le consentement en fait arrive assez souvent comme base légale nécessaire pour des traitements que vous faites sur les données personnelles. Et ce qui est d'autant plus vrai que beaucoup de traitements sur des données que vous utilisez au quotidien dans des métiers marketing reposent aujourd'hui sur le consentement. De façon nécessaire pour un certain nombre de ces données, de façon probable pour beaucoup d'autres données. Et donc voilà, le premier travail avant de faire quoi que ce soit, c'est de prendre contact avec votre DPO et de vérifier que vous avez bien la base légale qu'il vous faut pour être conforme au RGPD avant d'utiliser des données. Et les données, c'est des cookies, comme des emails, comme des données qui deviennent personnelles parce qu'elles sont associées à des données personnelles. Donc, en fait, la notion de données personnelles a aussi été définie de façon très large dans le RGPD. Et donc voilà, petit rappel juridique, c'est toujours un peu... c'est pas forcément la partie la plus sexy de ce qu'on fait, mais je pense que c'est nécessaire que chacun ait bien les idées claires sur ces questions. Pour moi, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que la conformité réglementaire, c'est très bien, mais dans la pratique, c'est pas ça ce qui est important. Le vrai risque, il n'est pas du tout réglementaire. Il y a très peu de chances que vous ayez un jour des amendes RGPD ou que la CNIL vous ait dans son radar, ni même que ça débouche sur autre chose qu'une mise en demeure et donc la capacité de faire marche arrière assez vite.
Le risque, c'est vraiment votre réputation. C'est, je pense, un risque de marque. C'est, au fond, comment est-ce que les individus, aujourd'hui, dans un monde post-RGPD, vont percevoir votre marque sur ces questions de données personnelles. Et c'est là où le consentement et les préférences prennent une valeur forte. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, sur Twitter, vont vous dénoncer, vont vous mettre au pilori parce que vous avez précoché un bouton dans le parcours de consentement. Et donc je pense que voilà, le principal risque, la façon dont il faut regarder ce sujet, c'est plutôt comme un sujet de marque et de relation client qui va être de plus en plus prégnant dans ce que vous faites et sur lequel il faut se positionner en tant que marque. Donc on va voir avec Mathieu ce que fait Decathlon de ce côté-là. Alors je pense que Decathlon, qu'on connaît maintenant bien, a été assez précurseur sur ces notions de consentement et surtout a très vite compris la distinction entre un consentement qui est essentiellement un objet juridique et la notion de préférence qui me semble vraiment très pertinente pour le marketing. C'est au fond une sorte de feedback loop dont vous allez pouvoir bénéficier auprès de vos audiences, qui vont vous dire, vos clients vont vous indiquer que bah non, en fait, ils ne souhaitent plus être contactés par email, mais par tel autre canal. La fréquence à laquelle vous les sollicitez est trop élevée, etc. Donc toute cette notion de préférence, en fait, c'est de nouvelles données que vous allez pouvoir recueillir, utiliser, valoriser dans les parcours clients. Et c'est vraiment c'est ce qui fait la richesse d'une plateforme comme Didomi, c'est la capacité à entremêler le consentement et les préférences au profit de l'expérience utilisateur. Parce que ce que les gens comprennent, c'est pas de dire oui à un obscur texte juridique. Ce qu'ils comprennent, c'est je ne vais plus recevoir d'emails tous les jours parce que j'en ai marre de recevoir ces emails-là. Par contre, ça m'intéresse d'avoir cette offre sur cette catégorie de produits de temps à autre. Et ça, ce signal-là, cette préférence-là, il est très important de ne pas passer à côté parce que les seuls choix que vous offrez à l'utilisateur, c'est un opt-out, un désabonnement, etc. Et donc dans le monde dans lequel on entre, c'est vraiment cette notion-là qui me semble intéressant de creuser. Et ce qu'on va faire avec Mathieu tout de suite. Alors peut-être Mathieu, en préambule, tu es, je crois, Product Owner Consent Management Platform chez Decathlon. Pourquoi est-ce que Decathlon a nommé un product owner sur ce sujet? Qu'est-ce qui a motivé ce choix qui est assez important? Ouais, alors en fait, on est parti du constat assez simple, c'est que sur la slide d'avant que tu présentais, finalement aujourd'hui, les clients chez Decathlon ont la possibilité de dire oui ou non à 2 consentements en France. Le premier qui est j'accepte de recevoir de manière générale des communications liées à mon sport, et le deuxième, j'accepte d'être sollicité pour pouvoir donner mon avis sur mon expérience et mes produits. Et finalement, en fait, on a fait le constat d'une chose, c'est que moi, en tant que client, si je reçois une communication de la part des Decathlon et que j'ai envie de dire finalement, elle ne me convient pas réellement parce que tel ou tel sport, c'est pas vraiment la réalité dans ma pratique, ou tel canal, finalement, c'est pas quelque chose qui me convient, la seule possibilité qu'il avait, c'était de cliquer sur un lien des abonnements et de dire stop, je ne veux plus du tout recevoir de communication de Decathlon. Et donc, finalement, fort de ce constat-là, on s'est dit c'est quelque chose qu'il faut repenser puisque notre client n'est pas en mesure de nous dire réellement ce qu'il souhaite recevoir et de quelle manière il souhaite recevoir. Et pour Decathlon, se priver d'un client, c'est aussi derrière se priver d'un business potentiel. Et donc c'est en fait dans cette optique-là qu'on s'est dit il faut repenser la manière dont on gère nos préférences de communication aujourd'hui. Merci. Alors, donc c'est très intéressant de voir que la notion de consentement de préférence a des impacts directs sur l'UX, le parcours client. Comment est-ce que vous avez travaillé ça chez Decathlon? Comment est-ce que vous avez réfléchi à ces questions où est-ce que vous voyez les gens le plus consentir ou gérer leurs préférences aujourd'hui? Quels sont les parcours types sur lesquels vous travaillez à ce stade? Alors, aujourd'hui, donc, dans l'expérience, la manière dont les clients acceptent finalement de recevoir des communications, les consentements, c'est au moment de la création du compte. Donc, c'est principalement la clé d'entrée principale. Après, la manière dont ils peuvent le gérer, 2 possibilités. Soit c'est en se connectant dans leur compte client, soit c'est finalement suite à une réception d'une communication, où, comme je l'ai dit, ils peuvent se désabonner. C'est les 2 axes principaux. Nous, le choix qu'on a fait, pour des problématiques techniques aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes typologies de sites internet qui sont déployés dans les 60 pays qu'on gère aujourd'hui. Le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est de pouvoir aller proposer des nouvelles choses, une nouvelle expérience autour de cette gestion des consentements et des préférences de communication dans un écran, dans des fronts totalement différenciés du schéma classique.
Et ça va nous permettre finalement de pouvoir aller tester beaucoup plus facilement, d'implémenter beaucoup plus facilement les solutions, de se faire des convictions. Et une fois qu'on sera certain que l'orientation qu'on prend est cohérente vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de la stratégie de Decathlon, on pourra beaucoup plus facilement aller la porter pour la faire dupliquer et déployer dans les solutions front actuelles. Donc on comprend bien le consentement et préférence, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le parcours client, donc qui est en front, qui touche à l'UX. Est-ce que tu peux aussi revenir sur toute la partie back-end, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en fait que quand je donne mon consentement ou j'indique une préférence, il se passe quelque chose? Comment est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là du côté de Decathlon? Et je pense que c'est particulièrement intéressant parce que tout le monde comprend bien l'aspect UX. Peu de gens comprennent ce qui se passe derrière. En fait, comment est-ce qu'on fait qu'un client ne reçoit plus d'emails quand il a dit stop, ou au contraire va en recevoir certains, et comment est-ce que ça s'intègre exactement? Ok, donc je vais passer toute la partie technique parce que j'ai pas envie de vous perdre de ce côté-là. L'idée plutôt c'est de se dire que finalement, à partir du moment où une personne va nous dire je ne souhaite plus recevoir tel ou tel type de communication, ou je préfère être contacté sur tel ou tel canal, toutes ces informations vont automatiquement et de manière temps réel redescendre dans nos bases de données, dans les bases de données principales de Decathlon. Et avec la casquette que j'ai, étant responsable finalement des moteurs de ciblage des solutions marketing, c'est assez simple pour moi de faire en sorte que ces nouveaux consentements et ces préférences de communication soient remontées. Donc finalement, à partir du moment où une personne met à jour ses préférences de communication ou ses consentements, ce sera automatiquement redirigé sur l'ensemble des solutions marketing. Et donc le marketeur, les équipes marketing, elles donc, pourront facilement identifier des niveaux différents en fonction de ce qu'on a décidé d'implémenter, que ce soit des finalités des finalités de communication, des préférences ou des canaux de communication préférés de nos clients, et les sélectionner pour pouvoir au mieux cibler la bonne population en fonction de la communication qu'ils souhaitent porter. Peut-être une petite question en termes d'organisation, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous organisez en interne chez Decathlon sur ce sujet, enfin, qui est mobilisé? Comment est-ce que vous avancez en fait? Parce que c'est un sujet complexe, ça mobilise à la fois le juridique, les équipes marketing et puis même les équipes produits comme toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée peut-être la gestion de ce projet aussi? Oui, alors la gestion de ce projet est toujours en cours parce qu'on a des systèmes d'information qui, pour une certaine partie d'entre eux, sont assez vieillissants et donc finalement décommissionner des choses qui existent déjà, c'est pas forcément quelque chose de très très simple. Le schéma qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait mettre en place quelque chose, ou en tout cas qu'on avait une idée, on essayait aussi de le valider avec les équipes juridiques et principalement le DPO, pour essayer de s'assurer au moins qu'on n'allait pas dans la mauvaise direction d'un point de vue légal. L'idée, encore une fois, de toute façon, c'est d'aller toujours un peu plus loin, un cran au-dessus de ce que le légal nous demande, et donc de pas uniquement proposer des consentements, mais aussi des préférences. Et donc, l'organisation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ait une équipe dédiée là-dessus, en partie, avec une personne. Donc moi, je suis responsable de la partie produit. On a aussi une partie équipe dev data, dev Java. On a des tech leads sur le sujet. Et l'idée, c'est de discuter finalement avec vous, Didemi, et avec aussi les personnes qui sont en charge aujourd'hui de la gestion des consentements, pour pouvoir décommissionner au mieux tout ça et faire en sorte qu'on arrive à proposer le plus rapidement possible la nouvelle solution, sachant que, encore une fois, comme on le disait, c'est quelque chose d'existant déjà, donc il faut pouvoir le décommissionner de l'ensemble des applications, de l'ensemble des pays aujourd'hui qui l'utilisent. Quels sont les bénéfices que vous attendez de ce projet? Enfin, qu'est-ce qui ferait que ce projet serait considéré comme réussi pour Decathlon? Enfin, est-ce que vous avez des métriques que vous allez mesurer du coup pour valider les objectifs? Bien sûr. Pour moi, il y a 3 axes majeurs. Le premier, d'un point de vue client, c'est de se dire que moi, en tant que client, je serais heureux de pouvoir dire je préfère telle et telle communication, tel et tel contenu sur tel et tel canal. Ça, je trouve que c'est déjà important d'un point de vue expérience client. D'un point de vue Decathlon, il y a aussi un axe qui est relativement lié à celui-là, c'est de se dire, à partir du moment où mes clients sont satisfaits, ils vont beaucoup moins se désabonner, et donc le taux de désabonnement, finalement, est un métrique qui sera très, très bien suivi. Et il y a aussi un autre point important, c'est que dans la manière dont c'est géré aujourd'hui, c'est assez compliqué, c'est très peu agile, et du coup, si on veut aller proposer des choses nouvelles, c'est pas simple. Et donc, comme je le disais, on est présent dans à peu près 60 pays. Chaque pays a aussi des problématiques qui sont très locales. Et ce que j'attends aussi de ce sujet-là, et on aura réussi si finalement chaque pays se sera attribué la solution et aura décidé de mettre en place
des consentements, des finalités, des canaux locaux. Je prends par exemple le cas de la Chine. La Chine, il n'y aurait aucun intérêt en France de proposer peut-être du WeChat, alors que sur les pays asiatiques, il le faut absolument. Et donc c'est cette force-là, cette agilité-là qu'on va aller aussi rechercher et mesurer derrière. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous là, sur ce projet, enfin, les prochaines échéances que tu as à l'esprit aujourd'hui? La première échéance, ce sera de faire en sorte que tout soit réellement migré dans la boîte. On a fait le choix on a fait un choix stratégique de migration qui fait que on va réussir à faire migrer totalement Decathlon dans la nouvelle solution assez rapidement, mais il y aura beaucoup de travail pour faire en sorte que chaque application, chaque pays puisse être réellement branché à cette nouvelle solution. Une fois que ça ce sera fait, je suis déjà du coup en train d'identifier les différents relais en pays pour faire en sorte que justement ce côté local il ressorte plus fortement et qu'on puisse créer ces nouvelles préférences de communication localement. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on pense vraiment nos fronts pour faire en sorte que ce soit adaptable rapidement et dynamiquement finalement par rapport à ce qui a été paramétré dans chacun des pays. Et donc c'est ça, la prochaine grande étape sera de faire en sorte que chaque pays décide de ce qu'il a envie de proposer à ses clients. Merci beaucoup Mathieu, je pense que c'était très intéressant, très concret sur voilà, comment une belle marque comme Decathlon traite de ce sujet. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer à des questions si vous en avez, et voilà, de profiter de la présence de Mathieu pour avoir un témoignage un peu plus approfondi. Ouais, alors pour moi, il y a deux notions qui sont clés. La première, c'est la finalité, la deuxième, la préférence. Et de ce que je considère, c'est que la finalité, c'est quelque chose qui est légal. La préférence, c'est déjà quelque chose qui est un peu moins légal. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, quand on implémente la solution, on ne change rien du tout. Pour la partie technique, c'est beaucoup plus simple à implémenter. Et ensuite, pour les préférences de communication, finalement, elles seront elles seront liées au consentement. Donc à partir du moment où on va considérer que si une personne a accepté le consentement A, toutes les finalités, toutes les préférences qu'il y aura derrière seront acceptées également. Donc l'idée c'est de voir ça plutôt, en tout cas la partie préférence et canal de communication, c'est de voir ça plutôt comme quelque chose d'une opposition plutôt qu'une préférence réellement dite. Et de se dire que si toi demain tu as envie de gérer ces préférences parce que tu n'as plus envie de recevoir tel ou tel type de préférence de communication via tel ou tel canal, là dans ce cas-là en fait tu pourras aller dire non. Et encore une fois, quelque chose que j'aurais dû préciser, on a envie bien sûr de laisser la main en local pour faire en sorte que demain ce soit vraiment au plus près des clients localement. Maintenant, on a décidé quand même de garder pour l'instant un organe de contrôle pour faire en sorte que ça ne devienne pas une usine à gaz non plus et qu'on n'ait pas 350 préférences en dessous d'une finalité, parce que sinon on va perdre nos clients et c'est pas ce qu'on a envie de faire vivre. On a plutôt vraiment envie de faire vivre un vrai choix plutôt que quelque chose qui soit difficile de comprendre et surtout peu respectueux, enfin respectable même. Parce que finalement, il y a deux choses, c'est que ça peut être compliqué pour le client déjà de dire oui non, s'il y a trop de choses. Et après, il faut s'assurer que derrière, la promesse qu'on va mener autour de ça sera réellement respectée. Et donc, la manière dont on va penser les choses, ce sera d'un point de vue client, l'expérience qu'il va vivre, et finalement, qu'est-ce qu'il a envie de dire et la manière dont il veut le vivre. Et deux, aussi prendre en compte la manière dont aujourd'hui nos équipes marketing utilisent ces consentements. Parce que si on fait des choses, on propose des choses à nos clients qui finalement sont mal utilisées, la valeur et la promesse ne seront plus là derrière en fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a toujours deux temps dans la mise en place de ce genre de dispositif. Il y a le temps réglementaire, c'est je vais collecter un consentement. Donc le consentement, c'est je souhaite recevoir des communications marketing ciblées, par exemple. Ce qui est vraiment donc il y a une finalité qui est liée voilà, à un traitement sur les données personnelles. Donc c'est ce que le DPO va vous demander. Et la notion de préférence vient dans un temps 2, c'est l'idée de dire maintenant que j'ai posé cette question à l'utilisateur, comment est-ce que je peux lui rendre utile le choix qu'il m'a indiqué? C'est vraiment toutes les préférences qui vont en découler
quel canal, à quelle fréquence, quel sujet m'intéresse, et qui sont liés, enfin, qui sont toujours liés à la notion de consentement, mais qui parlent plus aux individus et qui leur permettent, au moment où ils se posent la question, vous recevez un email, vous souhaitez indiquer à la marque que cet email n'est pas approprié, qu'ils aient plus de choix que seulement ne plus consentir. Et c'est vraiment comme ça, enfin, la mécanique qu'on aide à mettre en place. Et je pense que Decathlon faisait déjà avant nous, en fait, avec cette notion de préférence déjà intégrée dans leur compte client, et qui, je pense, leur donnait un petit temps d'avance sur beaucoup de marques aujourd'hui. J'ai une question. Oui, j'avais une question. Alors Mathieu, tu voulais pas rentrer dans la technique, mais concrètement, ça s'est passé comment pour interconnecter ça avec le système d'information, mais aussi avec tous les systèmes d'envoi d'email, de gestion de contenu. J'imagine quand on envoie un mail par semaine, c'est pas la même que tous les jours. Il y a plein de logiciels qui s'interfacent là. Ça se passe comment ça? Ouais, alors il y a deux choses. La première, c'est qui aujourd'hui gère les consentements et qui est responsable en fait de la collecte de cette information. Et la deuxième chose, c'est qui les exploite. Sur la première, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour être certain que 100% en fait de la boîte puisse migrer sur la nouvelle solution, on a utilisé la solution actuelle comme finalement une passerelle. C'est-à-dire que je prends tous nos sites internet aujourd'hui, vont continuer d'appeler la même solution qu'ils ont l'habitude d'appeler, sauf que cette solution-là ne fera rien en fait. Elle fera juste passe-plat et elle appellera en fait la nouvelle solution derrière. Donc ça, finalement, c'est la stratégie qu'on a prise et sur laquelle on va, qui permet de migrer 100% des personnes, 100% des applications. Et la deuxième étape, ce sera de dire, bon, voilà, la solution passée, elle va être totalement arrêtée. Maintenant, il faut que tu migres et que tu appelles directement la nouvelle solution directement. Donc ça, c'est pour l'appel. Et pour la récupération des données, si tu veux un peu de technique, donc Candidomi, en fait, collecte un événement, c'est remis à disposition directement dans, en base de données via des queues, des choses comme ça, des trucs comme ça. Et finalement, nous, on réintègre tout ça dans notre data lake. Et après, on a bien sûr une grosse étape qui est de mettre à jour la manière dont on récupère toutes ces informations, on les pousse dans les solutions marketing pour faire en sorte de prendre en compte ces nouvelles données. Mais tu veux vraiment du technique? On peut en parler après peut-être. Je pense qu'il faut être très honnête, ça dépend vraiment du cas dont on parle. Je pense que Decathlon est un client assez mature déjà sur ces questions. Donc c'est vrai que nous, on a une plateforme qui est très ouverte avec différentes modalités d'intégration, temps réel, pas temps réel, etc. On a aussi un certain nombre de connecteurs qu'on est capable de vous brancher directement avec, je sais pas, Adobe Campaign, Marketo. Et donc ça rend l'intégration facile. Après, ça dépend de quel stade vous partez, en fait. Et notre rôle en tant que fournisseur de solutions, c'est de vous fournir cette plateforme la plus ouverte possible dans laquelle vous allez retrouver les modalités d'intégration qui vous conviennent. Après, on ne prétend pas savoir tout gérer et tout faire, mais pour le coup, on est très transparent. Donc, vous avez notre documentation technique qui est publique. Donc, c'est très facile pour vos développeurs de se faire un avis là-dessus instantanément. J'ai répondu à ta question? Peut-être une dernière question, oui. Alors, deux dernières questions. En fait, effectivement, il y a des consentements qui sont des consentements liés aux cookies, donc qui sont anonymes. Enfin, Didomi n'est pas capable de reconnaître la personne. Par contre, dans le cas de Decathlon, le mécanisme est complètement différent dans le sens où à chaque fois, pour Decathlon, on va nous déclarer un client Decathlon en fait. Donc c'est la même plateforme, c'est juste différents moyens de reconnaissance de l'utilisateur. Les deux peuvent s'imbriquer. Donc, de plus en plus de clients nous demandent je souhaite collecter un consentement sur le web pour ensuite le retrouver sur mobile pour ne pas avoir à interrompre la navigation mobile. Et c'est ces parcours-là qu'on aide à travailler de plus en plus. La première étape reste souvent le consentement cookie. Donc, un anonyme arrive sur votre homepage. Vous avez un consentement pour les cookies, pour l'analytics, le reciblage publicitaire, etc.
Et ce n'est que plus tard que vous pourrez peut-être rattacher ce premier consentement cookie à un profil client. Nous, notre rôle en tant que plateforme, c'est de supporter ces différents scénarios. Et au fond, ça reste collecter un consentement, le comprendre et le mettre à disposition des outils qui peuvent en avoir besoin. Donc, dans le cas d'un consentement cookie anonyme, ça va être votre Analytics, ça va être Criteo, ça va être d'autres entreprises comme ça. Bien sûr. Oui, alors pour compléter, moi je pense que justement c'est deux mondes aujourd'hui qui coexistent. La partie gestion des consentements liés à la navigation cookie, donc finalement l'identifiant principal de la personne c'est son ID de visiteur. Et la deuxième partie c'est l'identifiant lié à son compte. Et finalement on est dans un monde totalement à part parce que finalement ces personnes-là on la connaît. Pour moi aujourd'hui ça coexiste, mais je pense qu'à terme il faut absolument que ça vive ensemble et de se dire que la personne qui a accepté les cookies, le dépôt des tags, etc. sur un site internet, c'est peut-être l'ID A d'un point de vue cookie, mais qui est relié justement à ce compte client-là. Et je pense qu'à terme, le fait d'associer justement ces deux ensemble va permettre d'éviter de redemander peut-être à chaque fois sur les devices le consentement réel pour de l'analytics ou pour des choses comme ça. C'est clairement quelque chose qui est encore devant nous pour beaucoup d'entreprises. Et qui va devenir de plus en plus nécessaire dans un monde où le cookie en tant que solution technique n'est plus trop adapté. Donc voilà, nous on travaille beaucoup ces sujets et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez avoir des avis là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci Mathieu.